Je m'appelle Tania, je suis de la région depuis 2013 et investisseuse immobilière en zone frontalière depuis 2015. Tania qui est actuellement sur l'émission M6, c'est 100% IMO. C'est un peu compliqué actuellement, toute la situation en Europe politique, l'instabilité qu'on a actuellement. Les gens, ils ont peur, les gens, ils ne savent pas où est-ce qu'on va aller. Et ici, c'est vrai qu'on touche vraiment la Suisse et on est protégé pour beaucoup d'aspects. Et je trouve que sur Internet, il y a de plus en plus de coachs, experts, formateurs qui vendent de recettes miracles, de devenir rentier en 6 mois, gagner des sommes colossales avec l'immobilier. C'est une autre. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut de l'expertise, il faut de les connaissances. Et comme on dit dans l'immobilier, en erreur, il coûte des milliers d'euros. Il faut bien se former ou bien se faire accompagner. Parce que acheter un bien, c'est facile. Tout le monde peut acheter. Bien sûr. Mais faire l'argent derrière, c'est un peu plus difficile. Salut à tous, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Tania. Pour ceux qui ne savent pas, on a déjà fait une vidéo avec Tania qui est présente sur la chaîne. Donc on avait parlé déjà de son parcours la première fois, un peu plus du parcours, mais également d'immobilier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle va s'afficher juste ici. Le but d'aujourd'hui, c'est pouvoir déjà de redébriefer sur la situation de l'immobilier, surtout notamment en zone frontalière, parce que c'est ton domaine d'expertise. D'ailleurs, Tania qui est actuellement sur l'émission M6, c'est quoi le nom de l'émission 100% IMO. C'est 100% IMO, donc vous pouvez la retrouver là-bas sur M6. Et donc là, on va parler plus principalement d'immobilier en zone frontalière, mais également d'immobilier d'une manière générale pour tous nos futurs investisseurs de la chaîne. Du coup, Tania, est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode? Alors, je m'appelle Tania, je suis de la région depuis 2013 et investisseuse immobilier en zone frontalière depuis 2015. Je suis la fondatrice de l'agence Investissement Frontalier Mhm. et aussi chroniqueuse et expert immobilier sur les groupes de chaînes M6. Ok, ok. Et bon, bah, du coup, pour en savoir, donc là, ça fait combien de temps que tu exerces en immobilier depuis une dizaine Alors, d'années maintenant? j'ai investi dans l'immobilier en nom propre, bien entendu, depuis 2015 dans cette région frontalière qui c'est très atypique, hein. Euh, et ensuite, j'accompagne des clients à travers ma société depuis 2023. Depuis 2023. OK, OK. Dans tous les cas, de toute façon, bah, comme je pourrais vous dire, c'est que on a préparé un petit peu toutes les questions les plus croustillantes sur l'immobilier, Mhm, notamment en zone frontalière, toutes les questions les plus posées sur internet et le but, ça va être de pouvoir répondre un maximum, mhm. que toutes les personnes qui regardent puissent prendre un cours. Moi également par la même occasion. En plus, je vais acheter bientôt, donc comme j'avais pu déjà t'expliquer. Mhm. Et également, bah, il y a déjà plusieurs personnes, depuis notre dernière vidéo qui ont pu investir avec toi ou qui sont en tout cas en cours. Mais déjà, pourquoi, cette zone frontalière, pourquoi pour toi, elle attire autant d'investisseurs? Ce marché est assez atypique et unique en toute l'Europe. Comme vous savez, l'euro, Mmh. c'est un peu compliqué actuellement, toute la situation en Europe politique, l'instabilité qu'on a actuellement. Euh, les gens, ils ont peur. Les gens, ils ne savent pas où est-ce qu'on va aller. Et ici, c'est vrai que on touche vraiment la Suisse et on est protégé pour beaucoup d'aspects économiques déjà avec les francs suisses, c'est-à-dire qu'on investit en zone frontalière, on vise les frontaliers, hein, qu'il va travailler chaque jour à Genève ou en Suisse et qu'il gagne son salaire en francs suisses, pas en euros. Du coup, son pouvoir économique, il augmente Mmh. parce que l'euro, il perd la valeur, comme on a vu ces dernières années. Niveau politique, religieux, on est aussi assez protégé dans cette zone-là. La Suisse, il est neutre, même si demain il y a une guerre, hein, bah, la Madoff suisse, il est dans les villes dortoirs, hein, on ne va pas se Totalement. mentir, ils ne vont pas la toucher. Et on n'a pas de vacances locatives non plus dans cette région. Voilà, on peut dire qu'on a beaucoup des avantages qu'on n'a pas ailleurs en France. OK, donc pour toi, tu considères que sur d'autres départements, il y aurait peut-être plus de jours vacants, on va dire, sur de la location et peut-être moins de facilité à payer les loyers et à lever de la dette, du coup? Hem, Effectivement, on peut être dans des régions qui sont tendues, mais il y a beaucoup de régions où ils ont des vacances locatives. Mais à part ça, c'est ailleurs en France, c'est de gens qui gagnent leur salaire en euros. Mmh.
Oui, bien sûr, moi je Voilà. sais, hein. Non, Ben, mais en pour France suisse, du coup, en fait, oui, déjà, 7 points-là. Et deuxièmement, c'est qu'il faut savoir qu'ici, côté Genève, on est dans une région que c'est patrimonial, très important, mais qu'on arrive quand même à faire avoir de la rentabilité. Bien entendu, si on est dans un marché off market, on sait comment faire. Mais c'est super parce qu'on arrive à avoir des biens d'une valeur patrimoniale incroyable, qu'on gagne de la valeur chaque année, ils prennent de la valeur, mais aussi on arrive à avoir des revenus complémentaires grâce à ces investissements. OK, donc pour toi, parce que ça, je l'ai vu passer souvent, mais l'investissement immobilier n'est pas mort. On arrive encore à faire des profits sur de l'immobilier Ah bah mensuel. bien sûr. Parce qu'on entend tout sur Internet. Bien sûr, on entend tout et c'est bien que tu poses ces questions parce que je trouve que sur internet, il y a de plus en plus de coachs, experts, formateurs qui vendent de recettes miracles, de devenir rentier en 6 mois, gagner des sommes colossales avec l'immobilier. Bon, la réalité, c'est une autre. Il n'y a pas de recette miracle Mmh. et en 6 mois, on ne devient pas rentier comme ça. Il faut de l'expertise, il faut de les connaissances et comme on dit dans l'immobilier, une erreur, il coûte des milliers d'euros. Mmh. D'accord? En fait, il faut bien se former ou bien se faire accompagner Mmh. parce que acheter un bien, c'est facile. Tout le monde peut acheter. Bien sûr, Mais faire l'argent derrière, c'est un peu plus difficile. Mais qu'est-ce que c'est vraiment compliqué en France? C'est garder cet argent dans notre poche. bien Parce sûr. qu'avec la fiscalité qu'on a en France, il faut vraiment s'y connaître et savoir quelle stratégie utiliser pour faire des déficits fonciers ou autres et garder cet argent. Oui, mais en plus, moi, en plus, je parlais de toi il y a vraiment pas longtemps à quelqu'un et je lui disais ce qu'il me disait: «Bah, investir, moi, à chaque fois que je fais les calculs, c'est pas rentable». Vraiment juste le terme rentable du bien. Oui. Il me dit: «C'est pas rentable et tout». Je lui dis: «Mais en même temps», je lui dis: «Moi, par exemple, je collabore avec, Tania et j'ai quelques experts dans diverses choses, Mmh. autour de moi». Je lui dis: «Mais ces gens-là passent leur journée entière à pratiquer de l'immobilier». Mmh. On parle pas de gens qui sont à Dubaï en train de dire: «Tu vas devenir rentier en 3 minutes», parce que ça n'existe pas et c'est pas ce qu'on prône sur la chaîne. En Mmh. tout cas, on ne deviendra jamais riche en 3 minutes. Ça n'existe pas, ni en travaillant en Suisse, ni en faisant autre chose. Mais du coup, je lui dis ça, je lui dis: «Mais par contre, tu as des gens, eux, ils passent toute leur journée à apprendre ça». Je lui dis: «Donc oui, c'est sûr, ils prennent leur pourcentage sur l'achat et cetera, c'est normal». Je lui dis: «Mais à la fin, quand eux, ils vont te dire: "Tu dois acheter là et ce bien-là", ils ont fait tous les calculs après leur commission, en sachant la rentabilité. Donc c'est-à-dire que oui, tu as payé une commission sur la transaction, ce qui est normal parce que, bah, on paye, tous les prestataires, surtout s'ils sont bons. Mais la réalité, c'est que tu sais exactement la rentabilité avant d'acheter. Bien sûr, Donc c'est c'est là la essentiel. et puis comme je disais la dernière fois, je disais j'ai pris l'exemple de l'humidité. Je disais: «Mais toi, tu arrives dans un bien» parce qu'en plus j'avais acheté une voiture il y a pas longtemps, je me suis fait avoir. Je dis: «Toi, tu es mécano», je dis: «Tu achètes une voiture», je dis: «Moi, j'achète une voiture», je me suis fait arnaquer parce que je suis pas Mmh. mécano pour un sou. C'est ça. Je dis: «Toi, tu achètes la voiture, tu arrives à savoir les petites pépites et à faire de l'argent là-dessus». Je dis: «L'immobilier, c'est pareil». Je dis: «Moi, je vais acheter un Exactement. appartement, j'achète comme ça, tu vas acheter un appartement comme ça et puis toi, tu as pas vu l'humidité, 30 000 balles, tu as pas vu ci et 10 000 balles» et je lui dis: «Au final, ton projet, il était à 100 000, tu as pas voulu payer une commission, donc du coup, il te coûte que 100 000, mais avec, toutes les conneries que tu as fait, il t'aurait coûté 140. Alors qu'au final, tu aurais pris quelqu'un, il t'aurait coûté 110, peut-être, mais du coup, tu aurais économisé 30 000 au final, sur le résultat final. Donc c'est là où je dis pourquoi il est autant important selon moi de se faire accompagner sur l'immobilier ou sinon de se former, mais de se former, sérieusement parce que c'est un métier. Oui, parce que se former et savoir, par exemple, à calculer la rentabilité, déjà ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a le côté fiscal et Mmh. stratégie, tu connais très Oui, bien, oui. pour rapport à ton travail, mais dans l'immobilier, c'est pareil. En fait, comme j'ai dit, n'importe qui ait un CDI, un peu d'épargne, il peut acheter en France. On a la chance qu'en France, on peut lever des dettes quand on veut, c'est très facile. Qu'il n'est pas propriétaire, vraiment, Mmh. c'est parce qu'il ne veut pas en France. Mais si on achète comme ton ami, il dit: «Ah mais moi, j'ai un ami qui est l'artisan, il va venir voir, hein, qu'il n'avait pas de vis cachés, tout va bien, j'achète» et une fois il a acheté, il dit: «OK, je vais les louer. Allez, je l'ai loué à nu, je l'ai loué comme Mmh. ça, nanana». Il n'a pas fait des travaux, bah, il va payer des impôts depuis, le début parce qu'il n'aura pas créé une stratégie en faisant des déficits fonciers, il ne pourra pas déduire ça des impôts et en fait, c'est ça que c'est important, c'est créer un es quand on veut investir, bien entendu,
pas pour la résidence Bien principale. sûr, bien Là, sûr. je parle pour un investissement locatif. C'est créer une stratégie d'investissement adaptée déjà à la situation personnelle, professionnelle et à les objectifs court, moyen, long terme de chaque personne. Et qu'est-ce que ça peut être bien pour toi? Peut-être c'est pas bien pour ton Ouais, ami pour parce que les objectifs sont pas pareils. Donc, vraiment, c'est très important de faire ce travail en amont. oui et puis ça doit être même, je pense que des fois les erreurs peuvent être commises sur la fiscalité, c'est ce qui va peut-être des fois même faire la rentabilité du bien Ah, bah, ou, bien sûr. carrément la perte du bien. Pourtant l'achat reste le même. Exactement, mais clairement, C'est clairement. voilà, c'est donc au final, bah, des fois, ça en gérant mal la fiscalité, le projet, bah, il est pas rentable, alors que la réalité, c'est qu'en fait, il était rentable juste de par la fiscalité et c'est pas le bien qui n'était pas rentable. C'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les secteurs les plus recherchés entre l'Ain, la Haute-Savoie, du moins pour toi? Quelles sont les villes attractives, sur lesquelles tu aimes te positionner et selon toi, il y a un intérêt de se positionner? Et peut-être, tu as 1 ou 2 villes où au contraire, il serait moins bien de se positionner? Je pense qu'il y a des bons endroits un peu dans chaque région, d'accord? Et OK. dans ces villes dortoirs, j'ai des préférences, par exemple, sur le côté Haute-Savoie, qui est pas d'Alzégoin. OK, Pourquoi? Parce que c'est un côté, on peut dire, plus populaire. OK. On arrive à acheter un peu moins cher les prix au mètre carré, mais on les loue très cher. Grâce, par exemple, au tram, qu'il est arrivé en masse, en Billy, à Gaillard depuis 2019. L'immobilier, il a beaucoup augmenté, mais aussi les loyers. Je te mets un exemple, par exemple, personnel. J'avais acheté un appartement rue de Genève, en Billy, à la Croix d'Ambilly, en 2019. Il avait les travaux du tram, ils n'étaient pas mis en route encore. Ben, mon bien, en 6 ans, voilà, il a fait presque 90 000 euros de plus-value. Voilà, je suis à 80 et quelques, je l'ai fait estimer il a peu. Quand je l'ai acheté, je l'ai loué, pareil que maintenant, hein, j'ai pas fait des travaux de rénovation depuis, un meublé classique longue durée. Moi, j'ai une stratégie vraiment à long terme, du coup, je l'ai loué en longue durée. Quand je l'ai acheté, je l'ai loué à 1 100 euros. Aujourd'hui, je l'ai tout loué à 1 350. Je pourrais même les louer un peu plus cher, mais j'aime bien être tranquille, que les gens ils restent longtemps. Et pour dire que même les loyers, ils ont beaucoup augmenté. Et en plus, mon bien, il a pris la plus-value. Du coup, OK. c'est un secteur très recherché pour les frontaliers, Ambilly, Annemasse, Gaillac, Villagrán, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le transport public genevois qui vient. Et ça permet de louer beaucoup plus cher que, par exemple, des autres secteurs. J'ai un autre bien, par exemple, à Collonges, sous Salève, très prisé. On achète beaucoup plus cher les mètres carrés, mais le prix de la location, je le loue au même prix. OK. Voilà. Du coup, il y a pas meilleur ou pire, ça dépend des stratégies, qu'est-ce qu'on cherche. Et par exemple, un Saint-Julien-en-Genevois où on entend beaucoup que le tram arrive, du Mmh. moins toutes ces choses-là, ça serait un bon moment pour se positionner? Pas du tout, au contraire, parce que ça moi, j'ai déjà eu de mes échos à moi, on m'a dit que ça a déjà beaucoup explosé avant même qu'il arrive, Mmh. donc c'est peut-être pas forcément la le meilleur endroit. Qu'est-ce que tu en penses? Alors Saint-Julien, il est justement à côté Collonges, Mmh. d'accord? Bien sûr. Mais c'est beaucoup plus populaire que Collonges, bien entendu. Les prix sont très chers, d'accord? Hem, c'est plus au côté, on peut dire que le côté Annemasse, mais on ne loue pas beaucoup plus cher. OK. Par contre, le prix au mètre carré, il est beaucoup plus cher. OK. Du coup, en fait, c'est ça, ça dépend les stratégies. J'ai, par exemple, des clients qui ne veulent pas investir en masse. Investis, par exemple, là vers Saint-Julien, bah, s'ils font un autofinancement, ils sont contents. Chose que moi, je propose quand même avoir Ouais, un ouais, cash ouais. flow positif, hein. Voilà, ça dépend le client, bien entendu. Mais c'est, on peut dire, des objectifs différents, des stratégies différentes. Et si j'avais une question, parce qu'il y a des gens dans la vidéo qui vont se poser, ceux qui sont ici. Si j'avais une question, mais heu, qu'est-ce que tu dirais si je te disais, bah, moi, j'ai peur d'investir sur Annemasse parce que, je sais que c'est pas forcément l'endroit le mieux réputé. Qu'est-ce que tu me répondrais, à ce niveau-là? J'ai peur qu'il y ait des squatteurs, j'ai peur de tout cet aspect. Comment tu arrives à combattre ça? Ou comment tu te positionnerais sur quelqu'un qui se pose ce type de questions? Alors, je te dirais que tu as raison OK, d'avoir peur, tu as raison. Mais les squats, ça arrive pas qu'en masse, hein. Moi, à Collonges, j'ai vendu un immeuble pour un de mes clients, on s'est fait squatter le rez-de-chaussée. Et OK, c'est Collonges sous Salève. Et OK. moi, mon appartement, tout laissé, personnellement, de Collonges, j'ai ma locataire, ça fait cambrioler l'année dernière aussi.
Il y a des cambriolages et des squatteurs tous les villes frontalières parce que c'est un endroit où on a l'argent, les gens le savent, ils savent les méchants, ils savent que les gens vont travailler en journée, que les appartements sont vides. Et c'est la région. Donc, des squatteurs ou des cambriolages, il y en a partout, Oui, pas bien que la sûr, ville d'Annemasse. bien Au sûr. contraire, des fois, les méchants, ils habitent là-bas, ils vont en cambrioler ailleurs. Ouais, je crois que parce qu'à l'époque, ma conjointe, elle était gendarme et je sais qu'elle me disait autour de chez nous, à Régnier et tout ça, Ouais. énormément parce que c'est là où il y avait toutes les maisons avec les coffres en bas, dans les jardins. Voilà, du coup, il y a ça. L'unique chose que je pourrais te dire en masse, et c'est ça que j'ai dit à mes clients, depuis 2019, en masse, il a beaucoup changé aussi, hein. Ils ont des conventions aussi maintenant avec la Suisse et tout ça. Ils ont des obligations. Si aujourd'hui tu te promènes au centre d'En masse, rue des commerces, tout ça, il est piétonne. Ils ont mis des fontaines. C'est beau. Il y a le cinéma, il y a la partie commerciale, il y a les Man Express, il y a le tram qui passe. Ça change. OK. Ça change aussi. Qu'est-ce que c'est important? C'est savoir où investir et dans quel quartier. C'est comme par exemple Gaillard. Il y a des endroits très calmes, très bien. Moi-même, j'investis aussi à Gaillard. Et il y a des endroits qu'il ne faut pas mettre les pieds. Bien Certains sûr. quartiers. Mmh. Je ne vais pas les citer ici parce que bon, hein, il faut que les gens me sollicitent quand même. Mais il y a des quartiers où il ne faut pas. C'est comme à Saint-Julien. Il y a des quartiers, Bien sûr. par exemple Saint-Georges, là, il faut éviter. Il y a des endroits que c'est très sympa. Bah, c'est partout. Ouais, ça et puis ça doit dépendre aussi, en fonction des années. Même je pense que, par exemple, il y a des endroits qui étaient moins, je vais dire malfameux à une époque et Mm. qui peut-être au contraire maintenant, bah, de par les gens qui ont un peu plus de pouvoir d'achat, montent en niveau de sécurité ou autre et au contraire, il y a d'autres endroits qui étaient très bien à une certaine époque, qui au contraire peut-être se dégradent au fur et à mesure. Moi, je pense que ça bouge pas mal aussi, non? En fait, c'est ça, comme tu dis, quelqu'un qui fait ça chaque jour, toute la journée, Mmh. comme moi ou des autres personnes, c'est que il faut connaître très bien les marchés. Bien Les sûr. actualités de marché, ça change d'un quartier à l'autre, dans la même ville et même d'un quartier, d'une rue à l'autre. Les prix immobiliers, c'est pas pareil et il faut faire attention. Et au niveau du tram à Saint-Just, il arrive quand? Tu sais? Tu as des idées là-dessus? Heu, bientôt, je sais Bientôt? que dans le 01 côté Ferney, tout ça, ça avait été arrêté, un problème OK. avec les écolos, une chose comme ça, mais voilà, c'est Oh, OK, pas OK, c'est pas encore on n'y est pas encore non plus. Mais, alors, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment ça se passe? Parce qu'on voit, bah, tu en as déjà un petit peu parlé, mais au niveau du mètre carré, est-ce qu'il vaut de plus en plus cher? Est-ce qu'il baisse? Est-ce qu'on se stabilise? Notamment, je sais qu'on en avait déjà un petit peu parlé à la précédente vidéo, mais qu'est-ce qu'il en est un petit peu à l'heure actuelle, du mètre carré en Haute-Savoie, dans l'Ain? Est-ce qu'on est plutôt sur une phase encore d'évolution? Est-ce qu'on évolue encore? Est-ce qu'on stagne? Parce que, bah, au bout d'un moment, on peut évoluer, mais jusqu'à un moment donné où on sera au prix de la Suisse, donc alors, effectivement, l'année dernière, la France, il avait eu une petite descente par rapport aux prix, mmh, pas en zone frontalière. Moi, j'ai pas senti cette crise, OK, au contraire. Alors en fait, hem, plus, plus mal se porte la France, d'accord? Et l'euro. Je pense que toi, tu vas être, un peu sollicité, pour ça. Les gens, ils souffrent en France, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent venir travailler en Suisse, bien sûr. n'est-ce pas? Parce que les salaires sont plus hauts et le franc suisse, il est de plus en plus élevé. Du coup, ces gens, la France, les prix de l'immobilier le descend, l'emploi aussi, tout devient compliqué. Ils veulent venir en Suisse pour avoir mieux vie. Mais ces gens, il faut qu'ils se logent à quelque part. Bien sûr. Et toujours, on a eu de l'immigration ici, on est tous immigrants, hein, à Genève. Mmh. Heu, mais maintenant, c'est encore pire. Du coup, les prix immobiliers, Ouais, bien ils sûr. n'arrêtent pas que d'augmenter parce que la demande, elle devient de plus en plus, en plus, en plus importante. Et les gens, ils ne peuvent pas se loger à Genève, du coup, ils se logent en zone frontalière. C'est pour ça qu'on dit de l'immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. N'importe quel appartement vous achetez aujourd'hui, même si les prix sont élevés, ça ne va pas descendre. Oui et puis, je pense, C'est ouais, que mon voilà, avis, bien entendu, mais bien sûr et puis cette zone frontalière, ouais, on est un peu plus protégé parce que, bah, oui, moi, je le vois, tous les jours, hein, les gens sont à l'agonie en France, hein, du oui. moins c'est le terme, où les gens sortent d'études, master, on leur dit: «Il faut gagner vous gagnez 1 400». Donc, du coup, bah, en général, ils mettent en contact pour aller en Suisse, parce que, bah, l'opportunité d'avoir plus de dettes, du moins de lever plus de dettes, faire Mmh. plus de patrimoine, toutes ces choses-là et généralement, bah, ils investissent là où ils logent par la suite donc oui, je comprends totalement. Mais donc on est encore sur une phase d'évolution. Selon toi, on a encore une petite marge de manœuvre, sur l'évolution, Ah mais dans cette zone, clairement. dans cette zone frontalière. Et pour toi,
À l'heure actuelle, ça vaut toujours le coup, d'investir malgré les taux d'intérêt. D'ailleurs, où c'est qu'on en est au taux d'intérêt? Parce que il me semble que la première vidéo qu'on avait fait ensemble, on était au pic, du moins on n'était pas très loin du pic le plus haut. Il me semble On qu'on est un peu redescendu depuis? Oui, on avait arrivé sur les 5% Ouais, presque et là, on a bien descendu. Bah, là, ça remontait un peu, mais on n'arrive pas aux 4% encore, on est à 3,8, hein. OK. Là, ça va être 3,8%, oui. Et on arrive quand même, toujours à générer de l'intérêt malgré ce taux d'intérêt assez élevé? Oui, en fait, quand on devient professionnel, on peut dire qu'on a une stratégie derrière, hein, qu'on est en régime réel, par exemple, en meublé ou en société. En fait, les intérêts sont déductibles, comme les honoraires, comme les travaux, toutes les charges qu'on a sont déductibles. Du coup, en fait, OK, donc on arrive toujours. l'intérêt, qu'il soit à 3%, qu'il soit à 10, s'il est en positif, bah, tu les payes avec plaisir. Et la question que j'ai, oui, mais totalement. Bah, totalement, c'est ce que je disais, notamment, bah, pour se faire accompagner, c'est la même chose. C'est qu'au Tout à final, fait. tant que tu es en positif, c'est bon. Mais du coup, un bien que j'achèterais aujourd'hui à 4%, on va dire un Oui. chiffre rond, j'achète à 4%. Du coup, s'il est rentable à 4%, si par la suite parce que les gens, ils veulent repousser, pourquoi j'investirais aujourd'hui à 4 alors qu'on était à 0 il y a je sais pas combien d'années et du coup, ils repoussent la date. Mais la question, du coup, si je Mmh. me fais racheter mon prêt, Mmh. bah, s'il est rentable à 4, il le sera beaucoup plus derrière que si je retombe à 2 ou à 1. Tout à fait. Alors, les taux d'intérêt, on n'avait jamais été à 1%. Ça, c'était une anomalie. C'était pas la normalité. Ça, il faut bien être conscient. Il y a 30 ans, on était à 14%, hein, Oui, oui, ou oui. 16%. Après, on avait descendu à 9, à 7, 6. La norme, c'était 5%, les taux. Et déjà, c'était bien. On a eu vraiment une descente, c'était en 2021, 2022. On avait rêvé à 1. Mmh. Voilà, les taux, pareil qu'ils changent, hein, à l'époque, hein. Bah, là, c'était une anomalie. Mais les prix de l'immobilier, ils avaient explosé. Pourquoi? Parce que les taux, ils étaient bas. Les gens le voulaient acheter, mais les prix immobiliers, il avait beaucoup augmenté, surtout sur les maisons individuelles. C'était quand on a sorti du Covid. Aujourd'hui, oui, on voit que les maisons individuelles, voilà, ça augmente pas au même niveau que, par exemple, les appartements, ici dans la région en tout cas. Les maisons individuelles, elles ont moins de hausse à l'heure actuelle qu'un appartement? C'est une réelle question ça, du coup, je sais pas du tout. Oui, OK. clairement. Surtout qu'il y a des gens qui sont achetés très cher en sortant du Covid. OK. OK, OK. Donc ouais, on aurait peut-être une stabilisation ou une baisse sur ces maisons, C'est pas si une baisse parce que les gens ne vont pas vendre moins cher, ouais, voilà. ça fait un peu. Mais oui, le prix de la maison, il augmente un peu plus Et lentement que le produit de rendement, donc, oui. pour toi, bah, justement, c'est une très bonne question parce que du coup, ça m'intéresse aussi, alors pas de suite à l'instant T, mais ça m'intéresse beaucoup. Pour toi, les maisons, elles vont quand même augmenter, de ce que j'en comprends, Mmh. mais du coup, relativement lentement? Par exemple, si moi j'ai une fenêtre pour acheter, je vais acheter d'ici moins de 10 ans une maison. Mmh. Selon toi, est-ce que elle va énormément augmenter si je l'achète par rapport à maintenant, par rapport à dans 5, 10 ans? Même si on peut pas on n'a pas de boule de cristal non plus. Mais, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que pourquoi attendre 10 ans? Il faut acheter déjà maintenant. D'ici 10 ans, elle sera la moitié remboursée. Oui, mais après il faut Voilà, pouvoir lever cette dette-là, parce qu'une maison, on est direct sur un demi-million donc, en faisable. hein? C'est faisable. Il Ouais. faut les stratégies, mais c'est faisable. En fait, il faut comprendre que c'est jamais le bon moment pour investir. Jamais. Mmh. Les gens qui le disent: «Ah, mais les taux, c'était plus bas, j'attends». Il faut investir maintenant. Si, par exemple, hein, aujourd'hui, on est à 4 et les taux, ils redescendent à 1, à 2, on va voir la banque et on renégocie. D'accord? On fait un rachat, comme tu dis. C'est important qu'il aille à moins un point d'écart pour OK, renégocier. OK. OK? Sinon, ça ne vaut pas la peine. Mais s'il y a un point, on renégocie. Je vais vous mettre un exemple personnel. Je me mets à Oui, moi, par bien sûr. exemple. J'ai acheté cet appartement, par exemple, à Billy. Je vais mettre tout le long cet exemple. Un appartement et j'avais un taux, je me rappelle plus, presque 2%. OK. Le taux, il a pas touché, il a pas bougé. D'accord? J'avais fait c'était un investissement, du coup, sur 20 ans, mais j'avais demandé un prêt modulable. D'accord? Au bout des 2 ans, bah, je suis allée voir la banque à l'échéance de prêt chaque année. J'ai dit, bah, je veux moduler. Je veux des 100, ça c'est une pépite, hein, attention, ça coûte de l'argent. Et je veux prolonger mon prêt 2 ans. Je peux les faire ça pendant 5 fois, tout le long, OK. d'accord? 2 ans et descendre mes mensualités. Du coup, maintenant, à la place de 20 ans, j'ai 22 ans. Bon, maintenant j'ai remboursé, mais
mes mensualités, elles sont passées de 600 et quelques à 500 sur un loyer que j'ai à 1350. Vous voyez? Du coup, en fait, quand des fois je propose des produits à des clients, ils me disent, par exemple, un bien à 150 000, ah, mais j'ai que 100 euros cash flow. Mais c'est pas grave. Si aujourd'hui, avec des taux 4%, tu as déjà 100 euros pour un petit investissement, ça amortise, c'est le locataire qui le paye, il est prêt à ta place, hein. Tu Mhm. payes tous les charges et après tous les charges, c'est encore 100 euros. Prends. Mhm. Ensuite, bah, l'année prochaine, tu vas voir la banque, tu descends les mensualités, tu gagneras 100 euros en plus, sans rien faire. Ensuite, les loyers, là, augmentent chaque année. Mhm. Parce que tu as une régularisation annuelle. Bah, chaque année, tu vas augmenter de 30 euros ton loyer. Du coup, voilà, l'année d'après, bah, tu auras gagné, par exemple, 130 en plus. Et si les taux ils descendent, tu renégocies, tu vas gagner encore 100, 200. En fait, ça ne va pas empirer. Les taux sont fixes en France. Ok, ok. Du coup, en fait, si aujourd'hui, tu ne sors pas l'argent de ta poche, prends et enchaîne. Plus tôt tu commences, Ouais, plus rapidement tu vas te créer un patrimoine. ouais, et puis plus rapidement, ça roule à ce niveau-là. Donc oui, toi, tu recommanderais, quoi qu'il arrive, c'est jamais le bon moment pour acheter, malheureusement, selon toi. J'ai acheté mon premier appartement en 2015, je parlais même pas le français, j'avais pas la famille et ça n'existait pas ChatGPT. J'ai traduit mon compromis avec Google Translate. Du coup, voilà. Et aujourd'hui, je suis très contente. J'ai pas commencé pour un investissement locatif. C'était à l'époque ma résidence principale qu'aujourd'hui, bien entendu, c'est un investissement locatif. Et le prix, il est presque payé déjà. Sur un bien qu'il a pris beaucoup de valeur et chaque mois, ça tombe l'argent. Et où c'est que tu t'es documenté pour apprendre tout ça? Parce que moi, je sais que tu fais pas mal d'événements, que tu bouges à droite, tu bouges à gauche. Bon, maintenant, tu es à la télé, mais où c'est que tu as appris? C'est quoi? Tu t'es formé? Tu as acheté des formations? C'est comment tu as fait ton apprentissage, toi, là-dedans? Alors, mon premier bien, j'étais pas formée. OK. Je m'avais jamais formée, je parlais pas le français. C'était que c'est la première vidéo, on avait discuté ça. Mmh. Je me trouvais dans une situation, je devais vite louer quelque chose et c'était tellement compliqué que quand finalement j'ai réussi à trouver un bien en location, moi, mon éducation, c'est on est propriétaire. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était être locataire. J'ai travaillé en Suisse, j'avais un salaire très petit hein, pour l'époque. Que vous sachiez que moi, j'ai travaillé de la psychogériatrie à l'époque, Salcanto de Beau. Vraiment, c'était l'exploitation, mais merci d'avoir eu ce travail. Ça m'a permis d'acheter un appartement. Mais 80%, j'ai gagné 2008 net. Ah! Du coup, en fait, j'ai payé un loyer en zone frontalière assez cher et je me disais, bon, je paye pour quelqu'un d'autre. Du coup, au bout de 3 mois, l'appartement, il n'était pas en vente, il était en location. J'ai négocié, négocié. Finalement, je l'ai acheté, tout simplement parce que je voulais payer pour moi. Mais en fait, là, je n'étais pas formée. C'était pour mon premier achat. D'accord? J'ai négocié à la banque parce que, bon, les Catalans, on est quand même, on aime négocier. Mais à part ça, je ne m'y connaissais pas, mais c'était un bon emplacement. Ça, je le savais. Quand j'ai acheté ce bien, je me rendu compte du besoin qu'il y avait les gens ici Mmh. et la problématique qu'il y avait du logement. Et vu que les gens, comme tu viens de dire, bah, pas maintenant, c'est pas le moment, il faut les aider, ils avaient un peu peur ou ils se sentaient pas prêts. Moi, je me dis, moi, j'ai pas peur. Il y a un besoin, moi, je vais acheter, je vais louer moi, à mon entourage. Et en fait, là, j'ai commencé à me former. Bah, des formations sur Internet, aller à des séminaires, Mmh. bien s'entourer, des conférences et surtout demander à des gens qu'ils ont déjà fait ce que vous voulez faire. Ça ne sert à rien de demander à votre mère ou à votre voisin ou à votre ami d'enfance qu'ils vont projeter ses peurs d'un bout. Il faut demander les gens qu'ils ont déjà fait, qu'ils ont déjà réalisé ça. OK. OK, OK. Non, mais c'est intéressant parce que, bah, moi, je sais que je me forme en ligne aussi, Oui. énormément, mais il y a toujours les a priori de se former en ligne, pas se former en ligne. Est-ce qu'on trouve d'informations? Pour toi, il faut se faire accompagner par un mentor qui, lui, a déjà fait les choses Oui, les et résultats. qui ouais, qui a les résultats que le candidat veut avoir, que ce soit Exactement. pour tout, On ne peut pas se faire accompagner quelqu'un sur l'investissement immobilier en zone frontalière sur quelqu'un qui n'a jamais investi ici. Parce qu'il y a quand même des subtilités. oui, bien sûr. Voilà, Bien sûr, bah, surtout dans cette zone, qui est quand même très spécifique en termes de fiscalité aussi. Parce que du coup, tout à fait. on est quand même sur un gros niveau en termes de fiscalité, transfrontalière, notamment. Donc je pense que c'est un secteur encore plus particulier. Parce qu'un Français lambda, il aura toujours son salaire en France, il y a tous les statuts français. Mais là, du coup, il y a la Suisse qui vient rentrer en compte, le quasi-résident, pas le quasi-résident, le deuxième pilier, pas le deuxième pilier. On va pouvoir d'ailleurs en reparler. Mais pour toi,
Quelles sont les conditions, du moins, quelles sont les choses pour financer un bien? Est-ce que c'est bien de prendre son deuxième pilier? Est-ce que c'est pas bien? À quel moment CDI obligatoire? Est-ce qu'avec un contrat, cadre en intérim, je peux, du moins? Comment, procéder pour se faire financer, qu'est-ce que tu recommanderais à ce niveau-là? Alors, vraiment, pour rassurer la banque, dans l'idéal, il faut un CDI. OK. CDD sont très frileux. Et quand tu es entrepreneur ou chef d'entreprise, pareil, c'est encore pire. Ils demandent, euh, je parle même pas des bilans parce que tu peux te faire financer avant, mais ou être salarié de ta propre boîte pendant 3 ans ou avoir plusieurs versements des dividendes. Mais sinon, pour quelqu'un qui est salarié, CDI. Ça, CD c'est déjà très bien. Après, qu'est-ce que c'est important? C'est avoir les comptes propres. C'est-à-dire quoi? Pas des paris en ligne, pas des crédits à la consommation. Si vous investissez en crypto, bah, essayez de faire ça dans un autre compte, pas dans votre compte principal. Ils n'aiment pas beaucoup ça. OK, donc toi, tu déconseilles la crypto? Parce que justement, Sur le j'ai eu compte principal, oui. ouais, parce que j'ai eu ce débat avec un organisme de banque, je vais pas citer le nom, mais qui me disait que justement ça ne posait plus problème maintenant, D'accord. Oui, ça dépend les banques. OK, C'est un OK, OK. régional, pas régional, et ça dépend de l'interlocuteur que tu as en face. Mais bon, ça, c'est secondaire. C'est surtout pas des crédits à la consommation, pas des paris en ligne, pas des découvertes. C'est très important, ça. OK. Et même si chaque mois, dans un compte épargne, vous versez que 10-20 euros, bah, ça aide pour votre score bancaire. OK. Ça montre que vous arrivez à épargner. OK, et donc toi, pour toi, bah, là, tu as donné plus ou moins les étapes, mais si demain je voulais préparer un scoring bancaire, il faudrait que je m'y prenne combien? 3, 6 mois, 1 an à l'avance? Dès que possible. Dès que possible? Déjà, pas découvert, ça c'est normal. Oui, oui, Pas oui. des paris en ligne, ça c'est, Mmh. voilà. Mais pas des crédits à la consommation, ça c'est important parce que ça va venir impacter votre taux d'endettement. OK. Voilà. Donc en fait, les jours que tu dis: «Moi, je veux investir, je veux me créer un patrimoine», bah, essayer d'économiser pour créer un apport, même si on ne donne pas tout après lors de l'achat, mais montrer au banquier: «Voilà, j'en ai part solide, même si j'achète, si j'ai un imprévu, je peux assumer. Je suis sérieux, je sais gérer mon argent». Et d'ailleurs, bah, quel montant il faudrait selon toi, pour arriver confortablement à acheter? Un minimum moins de 10%. 10%? Ouais, OK, oui, oui. et du coup, pour le deuxième pilier, est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu recommandes pas de le sortir? Comment tu fonctionnes avec ça? Alors, pour le deuxième pilier, quand c'est un achat pour une résidence principale, si on a besoin, on peut aller les chercher. Et c'est quelque chose d'assez confortable pour certains clients parce que quand on achète une maison, voilà, ça ne coûte pas 150 000 euros une maison. Du coup, 500 000, comme tu dis, bah, s'il faut donner le 10%, c'est 50. Que tu saches qu'on n'a pas besoin de donner vraiment les 10%. Chaque fois, on peut donner beaucoup moins. Oui, c'est, les frais de notaire minimum, je crois. Oui, mais même moi. Même? OK, Même OK. moi, j'avais acheté avec moi la maison. Du coup, c'est faisable, mais c'est important quand même de dire au banquier, voilà, je suis sérieux, je prends ma part de risque aussi, je l'épargne, je sais gérer mon argent. C'est un donnant-donnant. Voilà, c'est un partenaire qui est en face. Il faut pas OK. aller là-bas, qu'est-ce que tu me donnes, sinon, comment tu peux trouver ton intérêt, moi aussi. OK. OK, OK. Donc oui, ça peut être une solution, pour certains Mm. candidats, mais il y a pas de minimum, tu as déjà rencontré des problèmes sur, des compagnies de prévoyance pour le retrait ou pas du tout? Alors non, c'est le client qui gère directement avec les Mmh. notaires en France, mais normalement, si je ne me trompe pas, c'est minimum 20 000 francs qu'il faut avoir pour les retirer. Sur le deuxième pilier? Oui. OK. OK, OK. Après, il me semble qu'ils peuvent retirer la totalité, mais pas tout suivant les caisses de compensation. Et d'ailleurs, pour la petite explication, parce que c'est vrai qu'on dit deuxième pilier depuis tout Mm. à l'heure, mais le deuxième pilier, c'est pour le fonctionnement des frontaliers. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une vidéo retraite sur ma chaîne, hein, qui traite de tous les piliers. Premier pilier, c'est une répartition, système social comme la France. Le deuxième pilier, c'est une cotisation entre soi et son employeur dans un pot commun et que du coup, on peut retirer pour l'achat de la résidence principale. Si on quitte l'Union européenne définitivement, la pré-retraite à 62 ans et tac, 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 à chaque fois j'oublie le dernier. Pré-retraite, achat de résidence principale. Et expatriation, en fait, quand on part de la Suisse, Ouais, c'est voilà, qu'on arrête de travailler en Suisse, si on déménage, on peut également les retirer. là, c'est la création d'entreprise aussi. Oui. Voilà, et la création d'entreprise et du coup, là, dans ce cas-là, bah, du coup, il peut être utilisé pour toi. Pour toi,
Du coup, qu'est-ce que analyse une banque, du coup? Quels sont les processus de, peut-être que tu pourrais répondre, ça pourrait être super intéressant, mais quel est le processus de, pour l'adhésion et pour la validation d'un prêt? Comment ils fonctionnent les banques à ce niveau-là? Quel type de documents tu dois ramener? Comment tu arrives? Donc oui, tu as listé tes comptes, au préalable. Mis à part ça, quel type de documents tu vas devoir avoir? Ton contrat de travail? Est-ce que j'ai besoin de choses complémentaires, d'autres comptes en banque, du moins, comment ça Alors, on va apporter un dossier bancaire pour un achat immobilier, bien entendu, il va nous demander nos contrats de travail, nos 3 derniers fiches de paye, des fois une attestation employeur OK, aussi. Si on a des autres comptes en banque en France ou à l'étranger, les relevés des 3 derniers mois dans les autres banques. OK, Si on est marié ou pacsé, bah, contrat. Ensuite, si on a des crédits en cours, il faut qu'on amène les tableaux d'amortissement de les autres crédits en cours. OK. Il faut aussi, si on est résident fiscal suisse, les casiers Le casier judiciaires OK. en Suisse. Office des Euh, poursuites peut-être aussi? En Suisse? oui, Non? oui, le casier, oui. Pas Casier, l'office des poursuites? Non, c'est casier judiciaire, c'est la démarche qu'on fait en ligne, OK. qu'on a comme en Oui, oui, bien sûr, bien France, sûr. voilà. OK. Quoi d'autre? Bon, justificatif des domiciles, ça c'est normal. C'est tout, c'est tout. En fait, si on demande un prêt avec des travaux, elle nous demande aussi les devis des artisans. Voilà, OK. sans devis, pas de ligne travaux, ça c'est obligatoire. Et après, justificatif également de, si on a des placements, par exemple, parce qu'on a les relevés des 3 derniers mois à chaque compte bancaire. OK. Mais aussi, des fois, c'est normal, on ne laisse pas tout l'épargne dans les comptes courants. Donc, si on a des PA, des assurances vie, de n'importe, bah, il faut également montrer les justificatifs des placements OK. parce que ça peut venir à montrer qu'on a l'apport plus près. Et c'est tout. Et après, quand on aura signé le compromis chez le notaire, il faut les transmettre. OK. Et au niveau de parce que tu parles des placements monétaires, tu as dit les cryptos, mais est-ce que la bourse, elle, c'est mal vu aussi? Parce que c'est peut-être là la subtilité, du banquier. La bourse, ils aiment pas? Par exemple, j'ai du Nasdaq. Moi, Mmh. je suis un pro Nasdaq, j'ai du Nasdaq. Est-ce que ça va poser problème s'ils voient ça dans mes relevés? Parce que là, tu as dit qu'ils redemandaient tous les autres comptes. En fait, moi, chaque fois que je présente les documents en banque, moi, j'établis un Word, je les facilite le travail, en fait. Où il y a les 200 pièces jointes, j'ai fait 2 feuilles Word, en fait, en résumant tout, ma situation, on peut dire mon salaire, mes patrimoines immobiliers, mes revenus immobiliers, mes crédits d'impôt. En fait, c'est tout résumé. Et en fait, je fais en partie, par exemple, épargne et placement. Et là, je spécifie, par exemple, crypto, n'importe, 20 000, assurance vie, moi j'ai la bourse aussi, dedans mon assurance vie, Oui, bien 100%, sûr. mais c'est un placement. Bien Donc, sûr, bien je sûr. mets assurance vie, n'importe, 30 000. Et en fait, tout note tout. C'est des placements, c'est l'argent quand même que tu peux aller récupérer si Bien sûr. besoin. Donc, en fait, c'est OK, tu peux les montrer. OK. OK, OK. Donc oui, c'est pas forcément néfaste, au contraire, c'est quand même de l'argent qui est disponible, Voilà. en bourse, du moins voilà, c'est toujours un plus en réalité parce que Tout à fait. Il faut. à contrario, quelqu'un qui n'aurait pas ça, ça veut dire qu'il n'est Hmm, pas en mesure d'investir cette tout somme-là, à fait. en supplément. Mais au niveau de quand tu investis, on sait qu'on peut investir en nom propre, à SCI, à l'IS, à l'IR. Qu'est-ce que tu recommandes et qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus pour faire le bon choix? Alors, il n'y a pas de bons ou mauvais choix, je dirais. En fait, ça dépend de ta situation personnelle et tes objectifs. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, il un maman, par exemple, qu'il a des enfants, qu'il travaille à 100% et qu'il veut des revenus complémentaires chaque mois pour descendre son taux de travail, passer plus de temps avec ses enfants. Bah, achète un nom propre parce que l'argent qu'il va te rester à la fin du mois, elle va aller sur ton compte. Mmh. D'accord? Si tu achètes en société, tu peux pas toucher cet argent. En dividende? Non pas? Oui, mais pas chaque mois. OK. D'accord? Et en fait, tu vas payer déjà l'impôt sur la société, Oui, bien sûr. d'accord? On est à Mmh. 25% en France. Et ensuite, tu vas sortir dividende et tu vas repayer 30%. Donc, en fait, tu vas payer plus, en fait, 50%, plus de 50%, 55%. Et ensuite, ces 30% de dividende, tu vas
déclarer ça encore dans ton revenu perso et tu vas repayer. En fait, une société, acheter en société, c'est pas fait pour te payer. C'est fait pour te créer un patrimoine immobilier, pour grandir, enchaîner ou pour la transmission. C'est pour ça qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise stratégie. Moi, j'achète en nom propre et en société parce que c'est des stratégies différentes avec des finalités différentes. Du coup, ça dépend. C'est pour ça que c'est important, avant d'acheter, créer une stratégie vraiment pour chaque cas et chaque personne. Parce qu'une fois on achète, c'est trop tard. Si on achète un nom propre, on peut dire: ah, mais je vais monter une société, je vais la basculer. Non, on ne peut pas basculer, il faut réacheter, repayer frais notaires. Oui, voilà, c'est Du ça. coup, voilà, il faut connaître très bien la fiscalité, son vrai pourquoi et créer une stratégie avant l'achat. OK. Donc pour toi, voilà, il y a pas de statut, à préférer dans tous les cas. Il y en a pas un qui est meilleur, Non. tellement meilleur que les autres c'est en fonction des objectifs de chacun, Et la vraiment situation personnelle, et bien le entendu. OK. Il y a des gens qui ont presque 50 ans et ils disent: «Moi, après, c'est pour laisser avec mes enfants». Bah, achète en société. Ou des gens qui payent déjà beaucoup d'impôts, ils vont passer des tranches, ou qui sont déjà très endettés personnellement, ils ne peuvent plus enchaîner les investissements. Bah là, l'intérêt aussi des associations, acheter en société. Voilà, il Est-ce y a qu'il paraît qu'on beaucoup peut monter plus haut en taux d'intérêt en société? un taux d'intérêt. En Taux je dis d'endettement? taux Il n'y d'endettement. a pas de taux d'endettement, oui, Agnès. OK. Ouais, parce que ça, j'avais pu entendre et pour toi, quels sont les frais cachés que les gens n'arrivent pas forcément à anticiper? Quels sont les frais cachés, dans l'immobilier? Parce qu'on dit toujours: «Il peut y avoir des épines, qu'on voit pas venir». Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes pour Ouais. Alors, je ne trouve pas qu'il y a des choses cachées, sinon des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas connaissance. Mais les frais qu'on a lors d'un achat immobilier, ça peut être bah, les frais notaires, déjà. En Mmh. plus, ils sont augmentés cette année. C'est-à-dire? Ils sont à combien? Si j'ai pas suivi ça. En fait, on était à 8%, mais Ouais? en vrai, la partie vraiment notariale, on était on peut dire 4,5%. Et maintenant, on l'a passé à 100%, OK, sauf pour les primo-ascendants, que ça restait comme ça. OK. Donc, en fait, voilà. On peut dire 8% frais notaires quand on achète un nom propre. On a ensuite, niveau bancaire, qu'on achète, on a des frais garantis, d'accord? Des cautionnements ou d'hypothèque, plus les frais dossiers qu'on paye aussi. Ça, c'est des frais qu'il faut Bien sûr. avancer et c'est des gros montants. On parle de milliers d'euros quand même chaque OK. mois. Ensuite, une fois on achète un bien immobilier, bah, bien entendu, s'il faut faire des travaux, bah, les travaux, il faut bien prévoir ça avant l'achat, bien faire les débits comme il faut pour des professionnels. Mmh. Pas dire ça va, il y a qu'un coup de peinture, non, on change la cuisine. Fais les débits pour pas avoir de mauvaises surprises. Et ensuite, quand on achète un bien immobilier, même si on ne le coupe pas parce qu'il est loué, on a les charges de copropriété, on a les appels des fonds. Des appels de fonds? Appel de fonds, travaux. En fait, maintenant, c'est obligatoire en France, c'est-à-dire qu'on paye les charges de copropriété et dedans, il y a un fonds de travaux. C'est-à-dire que chaque propriétaire, chaque mois, il laisse, par exemple, un 5%, c'est pas 20 €, 30 €, 10 €, mais c'est, en fait, à l'assemblée générale annuelle qu'on prévoit ces fonds. Et c'est parce que si un jour, par exemple, il casse une canalisation, qu'on ne doit pas se réunir et dire bah, ça va coûter 10 000, il faut que chacun elle paye ça pour pouvoir les réparer. Il y a déjà un fonds dans la copropriété, on l'utilise tout de suite pour réparer l'ascenseur, la canalisation, n'importe. Et s'il manque, bah, on fait des appels en plus, mais du coup, on aura une partie. Mais du coup, on a déjà une base sur la copropriété pour les petits imprévus et petits travaux déjà annuellement. OK, OK, OK. Donc ça, c'est comme en Suisse, parce que justement, j'ai vu passer une vidéo cette semaine sur D'accord. ça en Suisse où le mec il disait qu'un 20 décembre, il avait dû appeler tous les locataires, Ouais. du moins tous les propriétaires pour dire, bon bah là, il faut refaire tous les chauffe-eau, je sais pas quoi, et il y en a pour tant. Mm. Mais donc il y a le fonds aussi qui est préparé Depuis là-dessus. quelques années, c'est obligatoire en France, dans les copropriétés. OK, et après voilà, donc ça, c'est un des frais cachés, qu'il peut C'est avoir. dans les charges, oui. Donc, on a ça. On a ensuite la fameuse taxe foncière. Maintenant qu'on est propriétaire et qu'on fait la location, on n'a plus la taxe d'habitation ici. Par contre, la taxe foncière, elle a augmenté. OK. Du coup, voilà, on n'a plus la taxe d'habitation, mais la taxe foncière, elle a fait une belle augmentation. On a l'assurance des propriétaires non occupants, même si on ne loge pas dans le logement. Les locataires, il a son assurance et nous, on est obligé d'avoir notre assurance également.
OK. Donc, on va compter avec ça. Et ensuite, selon les stratégies qu'on utilise d'exploitation, si une société est non propre, réelle ou pas, bah, on devra payer également un comptable. Mmh. Voilà, c'est des exemples. Comptable ou expert comptable? Expert comptable, bien Expert entendu. comptable, Oui. OK. Parce que, alors c'est bien ça la différence, parce que ça par contre je la connais pas, j'ai appris il y a pas longtemps. Vu que moi je suis pas trop en France, Hmm. je suis plutôt sur la Suisse. La différence entre un comptable et un expert comptable, tu la connais ou pas? Moi Moi, on je suis m'a une dit expert comptable. OK. Parce que moi on m'a dit justement que le comptable ne prenait pas les responsabilités, l'expert comptable oui. OK. Donc ce qu'on m'avait remonté comme information, à ce niveau-là. Et selon toi, quelles sont les erreurs que tu as vues passer les plus communes? Est-ce que tu as déjà eu un cas de quelqu'un qui a acheté, pas forcément en étant accompagné ou autre, où tu t'es dit: «Cette erreur, elle est grosse», voilà, c'est une erreur, énorme, que tu pourrais dire ou pas du tout? Oui, les plus communs que j'entends énormément, c'est pas faire, acheter sans même pas faire un plan financier. C'est la base. Tu peux pas dire: «OK, j'achète un appartement à 150 000, je vais le louer 1 300, c'est rentable, on y va». Parce que beaucoup du c'est pour ça que j'ai monté mon agence, c'est parce que on trouve des choses à se taper la tête contre le mur, des fois sur le bon coin ou des agences immobilières. Ils mettent de l'annonce: «Spécial investisseur, 100 de renta». Mettez un négatif. Et en fait, quand on les appelle, parce que j'ai des collègues aussi comme ça, que je les aime beaucoup, je vous aime beaucoup, mais ils disent: «Mais vous calculez comment la renta?» Il dit: «Bah, les prix d'achat divisé entre les loyers, voilà, c'est tout». Bah non! C'est le prix d'achat, oui, mais il y a les frais notaires, 8%. S'il y a des travaux, il faut rajouter 20 000, 30 000. Il y a les frais garantis, les frais dossiers. Il faut calculer les prêts au taux d'intérêt actuel par rapport à la mensualité, parce que quand on dit, par exemple, un 4%, ça ne veut pas dire que votre prêt à 100 000, vous payez 104 000, hein. C'est un taux d'intérêt mensuel, hein. Ouais. Les intérêts, au début, c'est plus de la moitié de la mensualité, hein. C'est énorme. Du coup, il faut savoir combien ça va nous coûter notre mensualité avec tous les frais de l'achat. Et ensuite, quand on a notre mensualité, à combien on va les loyers, charges comprises, hors charges, tu sais, bien faire la différence. Et ensuite, mettre tous les frais qu'on aura par rapport à cet investissement, tous les charges annuelles, d'accord, pour sortir notre rentabilité nette. Parce que sans savoir faire ça, tu sais pas si tu vas être en positif ou négatif, hein. Parce que des fois, même, on a des rentabilités brutes à 9-10%, mais en net, on est en négatif parce qu'il y a des copropriétés qui sont 3 000 €, 4 000 € de charges annuelles, plus la taxe foncière à 2 000, plus, et en fait, ça devient pas rentable. Donc pour toi, tu dis que sur ce qu'on voit des fois passer, mais ça je sais, en plus je crois que je t'avais envoyé un bien une fois en station ski d'un ami à moi qui était pas du tout rentable parce que tu m'avais sorti un truc où je sais plus c'était quoi exactement le problème dans ce bien, mais Ouais, c'était pas du tout rentable par rapport à, ah oui, on était plafonné sur le montant des loyers ou il y avait un truc ouais. comme ça. Mais, pour toi, dans les annonces qu'on voit passer sur Le Bon Coin, des fois où ils disent que c'est rentable, souvent en général ça l'est pas forcément parce qu'il y a pas vraiment les vraies charges prises en compte. Toujours, il faut faire un plan financier. OK. Toujours. Il faut connaître les chiffres réels. Toujours. Ouais, donc toujours faire C'est la base. son évaluation là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, en zone frontalière, tu saurais tirer une moyenne de rentabilité quand tu places bien? Oui, alors, pour d'exploitation C'est-à-dire? classique, meublé, location longue durée, OK, voilà. Moi, j'arrive à sortir des 8%. OK. À une colocation, bah, un peu plus, on peut être entre 10 et 12%. Et à un court durée, bon, court durée, je ne vais pas donner chiffre parce que, voilà, on peut s'envoler, rapidement, mais il y a aussi beaucoup plus de charges derrière. OK. Et c'est toujours rentable, le court durée? La fiscalité, elle a changé aussi. Ouais, Moi, personnellement, je ne fais pas. C'est pas une stratégie que moi, ouais, c'est pas priorise. OK. Mais pour certaines personnes, c'est très rentable. Il y a des gens qui font de l'atypique, des gens qui sont professionnalisés là-dedans et c'est des machines à cash, leur logement. J'ai dit chapeau. Parce OK. que vraiment, ils sont nichés avec ça et ils savent le faire d'une façon professionnelle. Ouais, donc c'est vraiment une stratégie Oui, à part à maîtriser. clairement. C'est voilà, soit on a du coup, la différence entre les 2 c'est dans un cas, on a énormément de gestion, par contre, on peut aller faire exploser les rentabilités. Mais par contre, il y a toute la gestion derrière aussi, parce que les gens, des fois, ils disent: «Ah oui, c'est super rentable». Oui, il Mm, faut la femme de ménage, il faut suivre, donner les clés aux locataires, et cetera, et cetera. Et à contrario, par contre, toi, tu es plutôt dans la stratégie long terme, au moins tu es serein et tu as moins de gestion, oui, disons, sur cette partie-là. clairement. Et pour toi, donc du coup, dans tes zones frontalières, quelles sont les villes qui demandent où il y a le plus de demandes locatives?
Toutes les villes dortoirs, j'ai pas le dortoir, mais c'est vraiment plus dortoir, hein, comme Almas et tout ça, parce qu'il y a tout, qu'est-ce qu'il faut. Mais on peut dire toutes les villes qu'on passe la frontière à pied où il y a le transport public suisse. OK. C'est là où il y a les plus de monde, Donc la plus de monde, oui, donc par exemple, prendre une carte, littéralement des transports en commun, des bus, des trams, des clairement, trains et de se baser sur ça clairement. pour savoir réellement Et plus même de la ville, plus l'appartement il est proche au transport public, plus cher on va les louer. ah ouais, d'une rue à l'autre, ça on pourrait avoir une Bon, hausse une rue à l'autre, non, parce que ça reste ouais, proche, mais de quelques rues à l'autre, oui, bien sûr. OK, OK, OK. Parce que si on ouvre la porte, comme un de mes appartements, il y en a le tram en face, hein, l'arrêt de tram, bah, on va les louer beaucoup plus cher que pas quelqu'un qui doit faire voilà, d'Ao en masse au casino, à la gare, à 25 minutes à pied, même si on est à côté. Mais les gens qui ne sont pas en voiture, ils doivent être en trottinette ou vélo, Mmh. bah, c'est quelque chose en plus. Bah, la différence, ça Ouais, va pas ça être ça colossal, mais on aura quand même une différence. Ou là où ça va être vraiment demandé ou on louer plus cher, c'est là où il y a le transport à côté. OK, 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 intéressant et au niveau des biens, tu as une préférence sur, pour investir sur la colocation T3, T2, T1? Admettons, je peux lever 300 000, Mhm. admettons, avant intérêt. Je peux lever 300 000, est-ce que tu as une préférence? Est-ce que ça dépend de la fluctuation du marché à un instant T? Comment tu verrais la chose? Tu as une préférence entre colocation T1, T2, T3? En fait, une fois en plus, ça va dépendre de ta situation personnelle, professionnelle et tes objectifs. Parce que moi, je ne vais pas te proposer en colocation si tu me dis, Tania, moi, j'ai travaillé 60 heures pour semaine. Voilà, ma femme, il veut pas du tout s'en occuper, il comprend rien. J'ai un bébé qui arrive, moi, j'ai pas le temps de gérer. Bah, je vais te dire: «Oublie la colocation». Surtout si tu veux gérer en direct, parce que s'il faut donner la gérance à une agence de colocation, que tu saches qu'il prend cher et ta rentabilité, il va plomber. Du coup, en fait, je vais m'intéresser vraiment à toi pour créer cette stratégie en disant: «C'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu veux investir? Ton vrai pourquoi?» Et ensuite, OK, et quel genre d'investissement tu es disposé, en fait, à gérer derrière? Est-ce que c'est en fait un changement de locataire une fois par an, une fois 3 ans? Ou la colocation à gérer les problèmes, l'ici, là-bas, les charges, les entrées, les sorties? Ou la colocation et la courte durée, tu gères ça en conciergerie, mais par contre, tu prends les risques aussi, changement de fiscalité, des marchés, les permis que maintenant demande la mairie, et cetera. Et en fait, selon c'est comme la bourse que tu parlais tout à Mmh. l'heure ou la crypto, selon en fait ton profil de risque, Mmh. bah, on balaie d'un côté ou l'autre. OK. Mais comme je t'ai dit, qu'est-ce que c'est bon pour moi, ça peut pas être bon pour toi. Ça va dépendre. Ouais, donc ouais, c'est le même principe que la bourse. Bah, il y en a qui vont être ultra conservateurs et il y en a qui vont être ultra joueurs. Moi, je suis un profil un peu plus risk only, parce que all-in, mais oui, en fait, ça dépend vraiment et Tout il à y a pas fait. de dans la région, par exemple, si on sans compter la colocation qui est vraiment à part, il y a pas de il y a plus d'opportunités sur du T1, T2, T3 où il y a vraiment aucune réponse là-dedans, sans parler de colocation? Parce que la Oui, bien colocation, sûr. c'est vraiment un monde encore à part. Alors, les studios et les T2, ça devient très compliqué parce que c'est les plus recherchés, parce que c'est les moins chers, même si au prix au mètre carré, c'est les plus chers. Mais c'est là où les gens qui vont commencer à investir, ils disent, je commence par un petit logement. Ou quand on dit, j'ai un salaire de 4000 francs suisses, bah, la banque, il me suit juste à 180. Bah, ici, 180, tu n'achètes pas grand-chose. Mmh. Sauf un studio ou un T2 avec des travaux. Du coup, en fait, c'est les biens qui sont plus demandés. Du coup, plus des tensions, plus d'investisseurs sur le marché, plus les prix au mètre carré plus élevés, même en off-market, j'ai de moins en moins et ça devient de plus en plus dur. Du coup, moi, qu'est-ce que j'aime faire maintenant? C'est que j'aime acheter des grandes surfaces et faire des divisions et OK, créer des petites surfaces dans les grandes surfaces. OK. Ouais, Ça, ça c'est c'est génial. donc tu es pour les travaux toi, dans un bien? Ah, mais 2000. Je Il, s mmh, il faut faire des travaux, il faut faire des déficits fonciers. OK et d'ailleurs, de toute façon, je vous le dis à tous, mais vous le savez, hein, comme dans toutes les vidéos, tous les liens sont disponibles pour réserver des appels, tout ça, sous la vidéo, donc ça, vous pourrez faire un point à la fin, mais en tout cas, déjà, voir un petit peu tout ça, donc et pour toi, voilà, il n'y a pas vraiment de stratégie, mais les T1, T2, c'est maintenant ce qui est le plus prisé. Mais oui, parce que je me suis reconnu dans ton discours quand tu as dit: «Acheter petit pour le premier. À chaque fois, on se dit: «Bon, je commence par un petit, j'apprends et après je prends plus gros». Mais je pense que, ouais, voilà, on En peut fait, tous plus petit on achète, plus cher au prix au mètre carré on va payer.
Du coup, plus difficile c'est, faire un plus-value aussi derrière. En grande surface, on peut être sur les 2007, 3000 euros le mètre carré, très grande surface, Mmh. par exemple 120, 150 mètres carrés. Un petit studio, j'ai vu des studios de 20 mètres carrés à 6000, 7000 euros le mètre carré. Je sais pas si tu te rends compte l'écart, hein. Ah si, si, bah, on est à plus du double donc Voilà. Donc, en fait, là, j'ai vendu, par exemple, un projet à une cliente. On avait un plan Sondanmas en face de la mairie, bah, 8 ans, 5 mètres carrés. Et on a fait une colocation de 3 chambres sur 45 mètres carrés. Voilà, 3 fenêtres, 3 chambres. OK. Et un T2 juste à côté. Bah, rentabilité dingue. Ouais. Le T2, 35 mètres carrés, 1350 euros. La colocation, chaque chambre à 750. C'est machine à cash. Ouais, donc la grosse opération, C'est machine à cash parce qu'on a fait une division. Du coup, voilà. ouais, c'est là où tu te positionnais, mais par contre, oui, c'est là aussi où il faut le plus d'expertise pour se positionner. Parce que là, un travaux manqué, du moins un frais caché dans les travaux et tout, et on fait exploser le budget et on n'est plus rentable du Il tout. faut être bien accompagné. OK. Moi, au cas où, par exemple, avec tous mes clients, avant de quand je les présente en bien, quand je me déplace sur place dans le bien avec les clients, j'amène mon entreprise générale de travaux. Il vient toujours le patron de la boîte. Il est génial. En plus, si j'achète les bureaux, il va être installé à côté. Dans un OK. des bureaux, on sera vraiment à côté. Du coup, le client, il aura vraiment les parcours Tous sur les bureaux, ils place, vont être argent. Archamps, OK. Voilà, donc on aura le parcours client vraiment tout sur place, tous les corps métiers. Et lui, il se déplace, il voit déjà, il fait le devis tout de suite avant que les clients ils se positionnent. D'accord? Du coup, pas de vis, pas de frais supplémentaires, tu peux signer le devis, c'est fait, tout au détail. Bien entendu, le client, il n'est pas obligé de passer pour eux, hein. Mmh. Même si c'est des gens de confiance, que moi, je travaille déjà plus longtemps avec eux, il peut avoir son réseau d'artisans, peut aller comparer ailleurs, n'importe. C'est OK. Mais au moins, c'est un devis complet pour rapport à les travaux qu'il faut faire dans le bien. Et seulement ça, déjà, ça te permet de te positionner d'une façon plus sereine. Ouais, ouais, parce que je pense que ça doit être une des erreurs qui doit être fait, des fois les gens, bah, comme tu disais tout à l'heure, «Non, bah, il y a un coup de peinture, ça passe». Puis le coup de peinture, il coûte bien plus cher que ce qui était anticipé, par les personnes. Mmh. Et qu'est-ce que tu en penses toi du LMNP maintenant? Ça reste une bonne stratégie. Ça reste une bonne stratégie? Après, il y a l'élément clé classique, hein, un BIC, un micro-BIC et un réel, régime réel. Régime réel, c'est là où on peut déduire tous les frais, tous les charges. Mmh. D'accord? Et maintenant, il y a des nouvelles lois qui sont passées pour rapport à la réintégration des amortissements, des loyers, en fait. Du coup, si on vise en revente à court terme, il faut tenir ça en compte. Mais ça reste quelque chose de très avantageux en étant en réel, bien entendu, quand on fait des travaux. OK. Donc c'est encore c'est Vas-y. encore une bonne manière d'investir, à l'heure actuelle, c'est pas devenu obsolète, Ah non, 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 bien entendu, non, non. et comment tu vois un petit peu les perspectives de l'immobilier, du moins? Des intérêts, là, tu penses qu'on va remonter, on va se stabiliser ou On est on en en est train un petit de monter un peu, oui. on est en train de remonter encore un Un petit peu? peu, OK. oui. OK, parce que, bah, je sais que la dernière vidéo, au contraire, on était haut, on était plus sur une phase de descente. Là, on est plutôt sur une phase de remontée. On monte un peu, mais après, moi, c'est que ma vision, ça me concerne qu'à moi, mais je me dis, si tu empruntes à 3 ou 4%, c'est à combien l'inflation aujourd'hui, tu sais? Non, on a bien baissé. Bah, on a baissé, mais là, c'est depuis le covid, tout ça, que Oui. ça a Mais tu rechuté. vois, même si on est en inflation de 2% et que tu prêtes la banque à 3%, en fait, c'est comme si l'argent te coûte 1% en vrai avec l'inflation. Mmh. Oui, totalement, totalement, Du coup, totalement. en fait, Tota quand on était à des taux 100%, l'inflation, on était presque à 8%, hein. En 2022, mais tous mes investissements, j'ai jamais été à un pile, hein. J'étais en 80, en 60. Oui, OK. déjà en 2015, j'ai acheté en 75. Ouais, une chose comme Bon, ça. Ouais. donc tu as eu cette chance-là. Je l'ai toujours. Je l'ai pas Tu revendu. l'as pas revendu celui-là? Mais Mmh. tu en as un? Tu es en revente J'en ai actuellement? plusieurs, oui. Ouais, tu en as plusieurs en vente? Non, non, pas en vente, à Non, à moi, toi? que j'ai loué, oui. Parce que tu en as combien des biens à l'heure actuelle, d'ailleurs? J'ai, en fait, on compte à l'eau ou en appartement? En appartement? En appartement, Oui. OK. Parce que à Cologne, j'ai du coup le parking, cave, appartement, un Billy aussi. Du coup, 3 et 3, 6 lots. À Gaillard, la maison.
J'ai vendu l'autre maison et là, j'achète les bureaux qu'il y a 5 lots. OK. Donc voilà, Donc ça te fait 3 propriétés et 9 3, lots. 2, 3 ou 3, 4. Ah non, moi, en comptant les bureaux, oui, 9 lots, Ouais, un peu OK. plus, ouais. OK, OK, et le bureau, c'est que pour toi? Les bureaux? Non, c'est pour toi? C'est pour louer? Alors, j'ai acheté 120 mètres carrés avec OK, des places de parking et en fait, j'aurai mon bureau en moi et à côté, je vais louer à mon écosystème, à mes partenaires. J'aurai OK. l'entreprise générale des travaux et voilà, peut-être mon partenaire financier aussi, les courtiers, l'architecte. C'est un peu mon objectif que quand le client il vient, il y a tout son écosystème sur Ouais, qu'il y a place. tout sur place. Ah Oui. ça va être vraiment pas mal, parce que là, tu comptes t'y installer quand dans ces bureaux? Alors, hier, j'ai signé mes offres de prêt. Du coup, je vais signer chez le notaire soit la semaine prochaine, soit dans 10 jours, le max. Et voilà, j'ai environ 2 semaines de travaux. OK. Vais réfléchir un peu, ça va être tout beau, Ouais, à mon image donc et voilà. donc du coup, est-ce que tu accompagnes uniquement les personnes qui veulent acheter ou est-ce que tu accompagnes également les personnes qui veulent vendre? Alors également, les personnes qui veulent vendre aussi. OK. J'ai beaucoup de gens de mon entourage que suite à divorce ou des ou des arbitrages sur son patrimoine, ils m'appellent et bien entendu, avec un mandat de vente, on vend. Et maintenant, en plus, on a quelque chose unique dans la région qu'aucune autre agence elle peut proposer. C'est que grâce au partenariat, au contrat que j'ai signé avec M6, la chaîne du groupe M6, parce qu'on passe vraiment sur toutes les chaînes du groupe, pour tout mandat exclusif que je prends dans la région. Bien entendu, on fait un casting des biens, on ne sélectionne pas n'importe quoi. Mmh. Mais les équipes d'M6, ils peuvent venir ici et filmer les biens que j'ai un mandat de vente pour les passer sur toutes les chaînes du groupe M6 pour voilà, les mettre en avant, pour aussi les mettre en valeur et nous aider à faire un vente OK, à un autre niveau. et une question, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire, un aménagement spécifique pour la vente, pour les photos de la vente? Et pourrait, voilà, qu'il soit propre et rangé, ça c'est très important. Ah, Voilà, après je vais pas demander de changer le mobilier ou autre, OK, hein, parce qu'il y a des biens qui sont anciens, c'était à mamie ou à la tante, ou voilà, chacun ses goûts, mais rangé, ça c'est important. OK, et est-ce que tu accompagnes uniquement, donc moi j'avais déjà eu la réponse dans un épisode, mais est-ce que tu accompagnes uniquement les profils investisseurs? Ou est-ce que quelqu'un demain qui veut acheter sa résidence principale, tu vas pouvoir l'accompagner également? Alors comme un de tes clients, je te remercie pour me l'avoir envoyé, un profil très sympa, quelqu'un qui veut investir aussi dans la région, qui n'a pas le temps de faire des visites, qui ne s'y connaît pas peut-être, de comment faire une étude de marché et pour pas aussi avoir des frais cachés ou payer plus cher pour le marché, bah, elle peut passer pour moi et je peux l'accompagner également pour la recherche de sa future résidence principale. Ah bah, pour le coup, les 2 derniers clients, c'est résidence principale et investissement locatif. Tout à fait. Mais il est très satisfait, hein. Je l'ai vu, il y a pas si longtemps. Il était très, très content, de son achat et puis, bah, de toute façon que ça dure comme ça, pour les autres. Également, est-ce que tu accompagnes uniquement les frontaliers? Ou est-ce que tu accompagnes également les résidents suisses? Parce qu'il y a de tout, Mmh. et est-ce qu'il y a des différences, pour les résidents suisses? Bien sûr. Alors, j'accompagne les 2 et les résidents fiscaux suisses, ils sont très contents de passer avec moi parce que j'ai des partenaires financiers, je vais dire ça, en France où j'arrive, hein, pour mes clients suisses, à avoir des conditions très avantageuses comme un résident fiscal français à niveau bancaire. OK. Parce que sinon, une des grosses différences, déjà beaucoup de banques en France, ils ne financent pas les résidents fiscaux suisses en France. Voilà, Mmh. certains, elles ont fermé, OK. ruiné par rapport à ça. Et certains autres, ils financent, mais avec un apport beaucoup plus conséquent, jusqu'à 30%. Moi, j'arrive à sortir des conditions comme en français, 10%. OK. Du coup, moi, j'avais une petite question qui m'intrigue beaucoup et on a eu, du moins sur le marché suisse, surtout pour les frontaliers, on se pose beaucoup la question: vaut-il mieux, selon toi, investir en euros ou en devises? Est-ce que tu as une préférence? Alors, je vais être très franque avec toi. Oui. Investir en francs suisses, c'est très risqué. OK. Je vous l'ai dit moi-même en l'ayant fait. J'ai fait les deux. OK. Et même aujourd'hui, j'ai des investissements en francs suisses et en euros. Je vais vous mettre un exemple parce que
c'est plus facile de comprendre et c'est D'accord. très important de comprendre ça parce qu'on peut avoir des gros problèmes. Oui, parce qu'on dit souvent que quand on emprunte en devise, c'est moins cher en termes de taux d'intérêt. Oui, mais c'est pas grave ça. Alors, je vais vous expliquer. Mon premier investissement en 2015, par exemple, je l'avais fait en francs suisses. J'ai travaillé en Suisse, j'ai dit, je rembourse mon prêt en francs suisses, tout va bien, ça va pas changer, ok. Ensuite, j'ai parti ce logement, je l'ai loué. C'est pas grave, hein. Ma locataire travaille en Suisse, j'ai toujours des francs suisses, ça se paye, ok. J'ai fait notre investissement en euros. Il n'y a pas de souci, le locataire, il paye en euros, tout va bien. Quand c'est pour des locatifs, c'est ok. Ensuite, un jour, j'achète ma résidence principale, une très grosse maison, hein, comme tu OK. veux acheter. Et alors là, je me suis dit, les taux d'intérêt, il est beaucoup plus intéressant. 2022, 0,75 contre 1% en euros. Mais moi, je me suis dit, on travaille en Suisse, j'étais frontalière pendant 10 ans, je vais toujours rembourser en francs suisses. Voilà, j'achète en francs suisses. OK. La ville change, d'accord? Et tout peut changer d'un jour à l'autre. Moi, j'ai quitté le salariat 2023, un an après. Entre-temps, je me suis aussi séparée et ces maisons, je les dû mettre à la vente. OK? L'euro, entre-temps, grosse crise. Mmh. L'euro, il a perdu beaucoup de valeurs. Un peu de temps, hein. Déjà, il était très vain. Je l'avais fait. En fait, quand on achète en francs suisses, on achète la totalité du prêt en taux. OK? Moi, j'avais acheté en 0,4 par exemple. Quand je voulais vendre la maison, on était à 0,92. OK. OK? Un peu de temps. En un an, hein, un an et demi. Oui, est-ce que c'est les taux variables? Non, Non? les taux que j'ai achetés, c'était fixe. OK. Et 0,75, c'était fixe. C'est qu'en fait, quand on remet la maison ou l'appartement à la vente, c'est pour ça que c'est un peu complexe de comprendre, mais je vais vous mettre cet exemple exprès. Quand on remet la maison à la vente, on ne peut pas vendre en francs suisses. On est en France. Oui, Oui, on va en euros. on vend en euros. Du coup, même, et je vais vous mettre un exemple. J'ai acheté, par exemple, 500 000. OK? Quand tu achètes 500 000 euros la maison, tu achètes en francs suisses. Du coup, par exemple, ça faisait 530. OK? Mmh. 1,04. Un exemple comme ça. Et ensuite, on rembourse en francs suisses. OK? Quand on veut vendre, un an, 2 ans, 3 ans, après n'importe, si l'euro il est plus bas, d'accord? Si on vend même à 530, peut-être à la banque, on doit 560. Parce qu'on doit rembourser à la banque en francs suisses, pas en euros. Mmh. Et le taux d'échange, Et il a il explosé. faut beaucoup plus d'euros pour arriver au même montant en francs suisses, même si on a remboursé. Du coup, il y a un gros risque. Ça, il faut être conscient. Moi, c'était 0,10, d'accord? Plus ou moins. Et ça faisait quand même un gros écart sur des gros montants. Mais j'ai des connaissances autour de moi qui sont achetées il y a 15 ans à 1,30 francs suisses Mmh. et qu'à aujourd'hui, je viens de signer le compromis, par exemple, d'une de ces personnes la semaine dernière, presque 14 ans après, c'est comme s'ils ont payé zéro de leur prêt. Parce que le taux d'échange, il a descendu totalement d'un 30 à Ouais, bah, il est passé 0,90. en ouais. C'est un 0,40. C'est énorme sur des gros montants. Mmh. Du coup, en fait, il y a vraiment des gros risques par rapport à ça. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu recommandes, En fait, ça dépend des stratégies. C'est pour louer, t'as un locataire qui est ici, ou tu dis oui, je vais finir en Suisse, mais tout est tien, tu ne te mets pas ensuite à ton compte. Voilà, ou t'achètes seul, ok, mais sinon, que vous sachiez que si vous achetez en francs suisses, quand vous allez vendre, vous ne pouvez pas vendre en France, en francs suisses, il faut vendre en euros. Par contre, votre prix, il faudra le rembourser en francs suisses. Attention au change. C'est le Mmh. change à la vente, pas le change de prêt. T'as Et puis en compris? plus, le locataire va payer, du moins si on met un locataire dedans, lui, il paye en euros, moi je dois rembourser en francs suisses. Moi déjà, il y a des couacs. Après moi, souvent les Ça gens qui dépend. f qui Voilà, faisaient, ils me disaient: «C'était parce que je travaille en Suisse, j'estime que je vais travailler toute ma vie en Suisse», mais déjà c'est un facteur numéro un. On sait jamais ce qui arrive tout à fait. et «J'estime que je vais travailler tout le temps en Suisse, donc je préfère payer dans la monnaie dans laquelle je suis payé». C'était la philosophie, de quelqu'un. Moi-même, j'ai fait ça. C'était Mais la ville change et on ne sait jamais. Voilà. Du coup, oui, ça peut être avantageux, mais ça peut être un piège aussi. À faire attention. Il OK. faut être vraiment conscient.
Ouais, donc ça, c'est OK? un bon risque, OK, 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 mais c'était une question très intéressante et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire comment éviter d'acheter, pour un débutant, un mauvais bien? Du moins, comment éviter de faire un mauvais placement quand on est débutant? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Faire une bonne étude de marché, Ouais, toi, chose c'est numéro 1, étude de marché. Et deuxièmement, si c'est pour un investissement, on fait un plan financier. Si c'est pour une résidence principale, un des conseils, c'est quand vous allez visiter le bien, visitez les quartiers de jour et visitez-le de nuit. mmh Très important. Et deuxième chose, si vous êtes en troisième, en quatrième, n'importe, vous montez pour l'ascenseur, mais vous faites le même parcours, mais pour l'escalier après aussi. D'accord? L'état de pas l'escalier, s'il y a des choses qui traînent, des gens, des graffitis, les portes, est-ce que les serrures sont forcées? Est-ce que voilà. Et regardez les boîtes à lettres. Comment on reconnaît un bon copropriété d'une mauvaise? C'est que les mauvaises, où il y a le syndicat qui ne gère même pas ou qui sont pas constants, on voit les prénoms des locataires avec des papiers, ou chaque nom d'une couleur différente, ou avec des papiers et des étiquettes. Les bons copropriétés, ils font super attention à ça, ils sont vraiment chiant et c'est des plaques. Il faut avoir les mêmes couleurs avec les mêmes, polygraphies, les mêmes couleurs et c'est très propre. Quand on voit des boîtes à lettres ouvertes ou avec des papiers collés au nom des locataires, la résidence, peut-être, il est pas très bien gérée. OK, très bonne pépite ça, quand même. Oui. Ça pourrait être, utile à chacun. Bah, moi, je sais que moi, là où j'habite actuellement, oui, c'est ça. Alors c'est pas des plaques. Nous, c'est juste des bouts de papier, spécifiques qui se rentrent dans la languette, mais tous les locataires ont Mmh. exactement le même avec le truc et je crois que c'est l'agence qui le donne. Mmh. Bah, je sais que nous, ils l'ont pas donné dès le premier jour, mais du coup, on a vite marqué un papier parce je me suis fait Ouais. livrer, mais par contre, là, ils nous ont vite, Oui. donné parce qu'il y a pas de possibilité. Il y en a, ils font juste les plaques pour tous les locataires. En fait, ils le font pas, mais ils te donnent, la polygraphie, la taille et les couleurs et c'est toi les faire, oui. OK. Voilà, il faut se tenir à ça. Et un des autres conseils, pareil, s'il y a des parkings dans la copropriété, allez pas directement dans l'immeuble et montez à haut, faites un tour dans le parking et vous regardez les états des voitures. S'il y a des voitures bien soignées, bien garées, OK. Si vous voyez des voitures avec hein, sans roues, sur des, Ah putain, sur des briques, des choses comme ça, ou que ça fait le bricolage dans le parking ou de la mécanique, des choses comme ça, aussi à éviter. ouais. Hein, parce qu'on voit du coup la population qu'on peut avoir dans la copropriété ou de la résidence. Et donc ça évite pas mal de risques des fois, Il de passer un petit peu faut de temps, Oui, faire un tour à l'extérieur, des jours et des nuits, passer pour pas l'escalier. OK, très, très, très bons tips, pour nos investisseurs. Bon, bah, déjà Tania, merci, pour toute la valeur que tu as donnée. Est-ce que tu peux faire un petit mot pour la fin pour les personnes qui nous regarderaient et nous dire un petit peu, bah, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Bien sûr, ben, c'est jamais le bon moment, mais qu'est-ce que c'est important, c'est de passer l'action. Et chaque pas vers la direction où on veut aller, il compte. Donc voilà, il faut pas qu'il soit parfait, mais il faut avancer. Il faut avancer, le commencer de suite et pas attendre, c'est ça? Bon, bah, en tout cas, merci énormément pour la valeur que tu as délivrée, lors de ce podcast. Pour tous ceux qui étaient là, présents jusqu'à la fin, je vous invite à mettre un petit commentaire. Posez vos questions, si vous en avez. Tania se chargera de faire un Mmh. petit tour également et moi, je me chargerai de répondre. Comme d'habitude, dans la description, il y a tout qui est disponible, donc je vous laisse faire un petit tour dans la description pour réserver un appel, poser, vos questions, regarder un petit peu les liens. C'était Jordan et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!